C'est le moment où l'OTAN a cessé d'attendre Washington et la décision était déjà prise avant même que l'Amérique ait le temps de réagir. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, quel que soit l'onglet ouvert, quel que soit le fil que vous êtes en train de faire défiler, laissez ça de côté, parce que ce qui se déroule ici n'a pas fait la une, ce n'est pas devenu une tendance. La plupart des gens iront se coucher ce soir sans même savoir que c'est arrivé. Mais dans certaines salles à Washington, cette nouvelle est tombée comme un coup à la gorge. Pas de missiles, pas de sanctions, pas de déclaration de guerre, une décision discrète, technique, et déjà irréversible au moment où Washington l'a découverte. Et voici la partie qui devrait inquiéter quiconque suit cette affaire de près. Les personnes qui ont pris cette décision ne l'ont pas annoncée à l'avance. Elles n'ont pas demandé la permission. Elles ont simplement construit quelque chose, puis elles ont annoncé au monde que c'était fait. Apparemment, la seule chose plus choquante pour Washington qu'une crise, c'est un allié qui prend une décision sans attendre une conférence de presse dramatique à la Trump. Voici ce qui s'est réellement passé, et chaque couche compte, parce que la version de surface est intéressante, la version qui se trouve en dessous est tout autre chose. Au début de 2025, les États membres de l'OTAN sont arrivés à un consensus sur un projet qui faisait l'objet de débats discrets depuis des années dans les ministères de la Défense et les comités des finances, une nouvelle institution officiellement appelée la Banque pour la sécurité et la résilience de la défense. Les analystes ont aussitôt commencé à l'appeler la Banque de l'OTAN, et sur papier, cela semble presque volontairement ennuyeux. Comité de gouvernance, cadre de prêt, calendrier de contribution, le genre de langage conçu pour faire perdre aux animateurs de télévision toute envie de vivre, mais il ne faut pas se laisser tromper par le langage, parce que ce n'est pas une banque qui achète des chars. Ce n'est pas un fonds qui rembourse les pays pour leur stock de munitions. Ce que cette institution est conçue pour financer, c'est la prochaine génération de la guerre elle-même, l'intelligence artificielle appliquée au domaine militaire, la technologie des drones, l'informatique quantique, les infrastructures de cyberdéfense, les réseaux logistiques avancés qui fonctionnent indépendamment de la chaîne d'approvisionnement d'un seul pays, les systèmes de sécurité biomédicale, et l'innovation en défense à une échelle et à une vitesse que les processus traditionnels d'approvisionnement gouvernemental ne peuvent pas égaler. Ce n'est pas une institution de défense, c'est une économie de défense, une architecture financière parallèle pour la sécurité occidentale qui fonctionne indépendamment de Wall Street, indépendamment des circuits d'approvisionnement du Pentagone et surtout indépendamment de l'approbation politique de Washington, et le Canada a obtenu le droit de l'accueillir, Toronto, pas Bruxelles, pas Londres, pas Berlin, Toronto. Pour une fois, l'accord n'a pas eu besoin de passer par un micro doré. Un slogan de campagne ou une menace tarifaire déguisée en stratégie, c'est le détail qui distingue cette histoire de toutes les autres discussions sur le financement de l'OTAN que les gens ont déjà écouté à moitié. La décision a été annoncée sans consultation préalable avec Washington, aucun briefing de courtoisie à la Maison-Blanche, aucun signal diplomatique envoyé par les voies discrètes pour donner à l'administration le temps de donner son avis, aucun projet de texte divulgué dans les firmes de lobbying de Washington afin que les bonnes personnes puissent passer les bons appels avant que l'encre ne sèche. Juste une conférence de presse, les documents déjà signés, le siège déjà choisi, un fait accompli livré au gouvernement le plus puissant de la planète par les mêmes fils d'actualité accessibles à n'importe qui avec un navigateur. Mark Carney a été l'architecte de ce moment, ancien gouverneur de la Banque du Canada, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, un homme qui a passé 2 décennies au cœur de la mécanique de la finance mondiale avant d'entrer en politique. Il comprend, à un niveau technique que très peu de dirigeants politiques possèdent, exactement comment l'architecture financière se transforme en levier stratégique.
Et il a bâti quelque chose qu'aucun tarif douanier ne peut démanteler, qu'aucun accord de coopération en défense gelée ne peut renverser, qu'aucun simple appel téléphonique de Washington ne peut défaire. C'est ça. Le problème avec les institutions, elles sont beaucoup plus difficiles à intimider qu'un micro dans un rassemblement politique. Le langage diplomatique obscurcit ce que cela signifie réellement. Pendant près de 80 ans, une règle non écrite a été au centre de la sécurité occidentale, pas dans un traité, pas imprimée dans un document, mais comprise par chaque ministre des Finances, chaque secrétaire à la Défense, chaque chef de gouvernement qui a déjà siégé à un sommet de l'OTAN depuis 1949. La règle était simple. Le financement de la sécurité occidentale passe par Washington. La coordination militaire au plus haut niveau exige l'approbation de Washington. Si l'Alliance prend une direction particulière, Washington décide. Cette règle vient d'être brisée, pas par un adversaire, pas par la Russie, ni par la Chine, ni par une puissance hostile, pointant un missile vers une capitale européenne, par les Canada. Et cela change tout le tableau. Il ne faut pas traiter cela comme une simple histoire canadienne. Le Canada est le lieu, le Canada est le visage de la décision, mais à son cœur structurel, c'est une histoire américaine. Plus précisément, c'est l'histoire de ce qui arrive lorsque la nation la plus puissante de la planète passe plusieurs années à traiter ses partenaires les plus proches comme des leviers de pression plutôt que comme des alliés. La chronologie est essentielle. Cela n'est pas arrivé à cause d'un seul mauvais appel téléphonique. Cela n'est pas arrivé à cause d'une seule annonce tarifaire ou d'un seul affront diplomatique. Ce qui se déroule est le résultat accumulé d'une série de décisions prises à Washington qui ont envoyé à plusieurs reprises le même message à toutes les capitales alliées qui écoutaient. Le message était celui-ci: la relation avec l'Amérique est conditionnelle, elle est transactionnelle, et ses modalités peuvent changer sans préavis. Il se trouve que les alliés se souviennent quand le partenariat commence à ressembler à une négociation immobile. Pensez à ce que le Canada a encaissé au cours des 2 années précédant cette annonce, des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium canadiens réimposés sans le type de préparation diplomatique que des alliés attendent de leurs partenaires, un différend prolongé autour du pont international Gordie Howe, une infrastructure dont le Michigan possède 50%, que le Canada a payé 7 milliards de dollars à construire, que des travailleurs syndiqués américains ont contribué à bâtir, soudainement présenté par Washington comme une entente injuste nécessitant une renégociation. Le Premier ministre Carney a dû appeler personnellement la Maison-Blanche et expliquer au président des États-Unis la structure de propriété de base d'un pont que sa propre administration avait approuvé en 2017. Ce ne sont pas des interactions entre adversaires, ce sont des interactions entre une superpuissance et un partenaire qui a cessé d'être traité comme tel. Quand un pont a besoin d'un appel téléphonique de vérification des faits, le problème n'est probablement pas le béton. Mais le Canada n'a pas fait cela seul, et il ne l'a pas fait rapidement. Ce n'est pas de la spéculation, c'est la réalité structurelle que tous les analystes qui suivent les dépenses de défense européennes documentent depuis les 18 derniers mois. Les pays qui ont adhéré à ce cadre, l'Allemagne, la France, la Pologne, les Pays-Bas, les États nordiques sont des gouvernements qui augmentent leur budget de défense à des rythmes jamais vus depuis la guerre froide. Ils le font méthodiquement et ils le font tout en se posant simultanément une question que personne à Washington ne voulait les entendre poser. La question était celle-ci: que faut-il construire pour qu'un changement de leadership politique américain ne redevienne plus jamais une crise dans la planification de la sécurité européenne? Cette question n'a pas commencé en 2025. Elle a commencé en 2017. Elle s'est accélérée en 2020 et en 2024. Elle était passée d'une question discutée discrètement dans les cercles de politique publique à une priorité opérationnelle accompagnée de lignes budgétaires. La Banque de l'OTAN est une réponse à cette question. Le Canada en est l'architecture
Et c'est ce qui rend ce moment véritablement différent de tous les points de friction précédents entre Washington et ses alliés. Les désaccords précédents étaient réversibles. Une nouvelle administration arrive, rétablit le ton, réaffirme les engagements, et l'alliance se recalibre. Cela s'est déjà produit. C'est le rythme normal de la politique démocratique entre nations alliées. Ce n'est pas les cas ici. Ici, il s'agit d'infrastructures financières avec des structures de gouvernance, des calendriers de capitalisation et des mandats opérationnels qui ne s'arrêtent pas pour les cycles électoraux. Une fois qu'une institution comme celle-ci est construite, une fois que les cadres juridiques sont établis et que les capitaux commencent à circuler, elle ne peut pas être déconstruite par un appel téléphonique, elle ne peut pas être gelée par un tarif douanier, elle ne peut pas être effacée par un tweet. Même la publication en majuscule la plus bruyante a du mal à reprendre possession d'une institution financière multinationale, et Mark Carney l'avait compris avant même de faire une seule déclaration publique à ce sujet. Les pays qui ont bâti cela ne l'ont pas fait parce qu'ils détestent l'Amérique. Aucun ministre européen de la Défense, aucun responsable canadien n'a dit quoi que ce soit qui pourrait être raisonnablement qualifié d'anti-américain. Ce qu'ils ont dit à répétition, dans le langage des budgets et des institutions, plutôt que dans celui des discours, est quelque chose de plus troublant que l'hostilité. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus se permettre de faire de la constance de Washington la structure porteuse de leur planification sécuritaire. Ce n'est pas un rejet. C'est une évaluation du risque. Et lorsque des alliés commencent à faire des évaluations du risque à propos d'un pays, la relation a déjà changé d'une manière très difficile à inverser. L'homme qui a compris cela le plus clairement était assis à Ottawa. Calme, précis, répondant aux questions de journalistes européens, avec l'assurance mesurée de quelqu'un qui se préparait à ce moment exact depuis très longtemps. Et Washington était encore concentré sur le prochain cycle de nouvelles. Pendant que Carney construisait une structure, le manuel à la Trump peaufinait encore le titre. Ce que personne ne cadre correctement, c'est que chaque analyse de cette histoire s'est centrée sur une question: l'Amérique est-elle en train de perdre de l'influence? C'est la mauvaise question. C'est la question de surface, c'est la question qui génère des clics et garde les gens en train de se disputer dans les commentaires, mais elle passe à côté du mécanisme plus profond qui fait avancer tout ce que nous voyons maintenant se dérouler. La vraie question est celle-ci: qu'est-ce que cela signifie lorsque les Alliés cessent de construire avec Washington et commencent à construire autour de Washington? Parce que ce ne sont pas la même chose. Et la différence entre les deux détermine s'il s'agit d'un point de friction temporaire ou d'une transformation structurelle qu'aucune future administration ne pourra entièrement renverser. Pendant près de 8 décennies, la puissance américaine au sein de l'OTAN n'a jamais été purement militaire. Tout le monde comprend la dimension militaire: 2,5 millions de militaires actifs, 11 groupes aéronavals, la force aérienne la plus sophistiquée jamais assemblée. Cette partie du tableau est stable, et ce n'est pas le sujet de cette histoire. La dimension moins visible de la puissance américaine était l'architecture financière, plus précisément le contrôle de la façon dont les investissements en défense circulaient dans l'Alliance, qui décidait quelle technologie était développée, quelle chaîne d'approvisionnement était financée, quel entrepreneur de défense se retrouvait au centre de la modernisation militaire alliée, quelles normes devenaient les normes que chaque armée alliée devait respecter pour opérer aux côtés des forces américaines. Ce contrôle n'a jamais été écrit dans un traité, il n'avait pas besoin de l'être, il était structurel, il était intégré dans la façon dont l'Alliance fonctionnait au niveau opérationnel, et cela signifiait que Washington ne dirigeait pas seulement militairement l'OTAN. Washington était le pivot autour duquel toute l'économie de défense de l'OTAN tournait. Ce que la banque de l'OTAN menace réellement, ce n'est pas la suprématie militaire américaine, ni l'engagement de l'article 5, ni l'alliance elle-même. Ce qu'elle menace, c'est pivot. Parce que si les nations alliées peuvent financer la prochaine génération de technologies militaires par l'intermédiaire d'une institution qui fonctionne indépendamment de l'approbation de Washington, alors le cycle d'innovation, le processus par lequel les guerres de 2040 et 2050 seront réellement gagnées
commence à tourner autour d'un autre centre. C'est ce qui a explosé dans certaines salles à Washington. Pas le symbole, la mécanique. Le récit standard présente cela comme une conséquence de l'approche de Trump envers les alliances. Et ce récit n'est pas faux. Les tarifs douaniers, les différends, la façon transactionnelle de présenter des relations que les alliés considéraient comme fondamentales. Tout cela a contribué aux conditions qui ont rendu ce moment possible. Cette partie de l'analyse est juste, mais le récit standard s'arrête trop tôt. La pression exercée par Trump sur les alliés de l'OTAN pour qu'ils augmentent leurs propres dépenses de défense, l'exigence que les nations européennes cessent de profiter gratuitement des garanties de sécurité américaines et commencent à payer leur part, a fonctionné. Elle a fonctionné au-delà de ce que quiconque à Washington semble avoir pleinement modélisé. Les budgets de défense européens ont augmenté de manière substantielle. Les nations alliées investissent dans leurs propres capacités militaires à des rythmes jamais vus depuis une génération. Et voici le paradoxe que personne ne dit à voix haute. Quand on dit aux alliés qu'ils doivent développer davantage de capacités, ils développent davantage de capacités, et lorsqu'ils développent suffisamment de capacités, ils n'ont plus besoin de Washington comme intermédiaire pour chaque grande décision de sécurité. Le slogan demandait aux alliés de payer davantage, puis semblait surpris que payer davantage signifie aussi décider davantage. La politique même qui visait à rendre les alliés de l'Amérique plus forts, à créer les conditions dans lesquelles ces alliés peuvent agir avec une plus grande indépendance par rapport à Washington, ce n'est pas une conspiration, ce n'est pas une trahison, c'est une relation de cause à effet. C'est ce qui arrive lorsqu'une campagne de pression réussit au-delà de ses propres intentions. Un cadre d'analyse qui aide à comprendre cela vient de la manière dont les analystes décrivent la différence entre la puissance et la fiabilité. Cette distinction est la plus importante de toute cette histoire. La puissance, c'est la capacité, une force brute, mesurable, déployable. La puissance de l'Amérique n'a pas diminué. Selon pratiquement tous les indicateurs militaires et économiques, les États-Unis restent la nation la plus capable de la planète. Personne de sérieux ne soutient le contraire. La fiabilité est autre chose. La fiabilité, c'est la confiance que les engagements d'un partenaire signifieront encore la même chose l'année prochaine, l'année suivante. Et après le prochain changement de gouvernement, la fiabilité, c'est ce qui permet aux alliés de prendre des décisions d'investissement en défense sur 10 ans sans devoir prévoir un scénario où Washington change d'avis. Et l'effet des dernières années suggère, non pas comme jugement politique mais comme observation structurelle, que les alliés ont continué de faire confiance à la puissance américaine, ce contre quoi ils ont commencé à se couvrir. C'est l'inconstance américaine, ce sont deux choses différentes. Et une fois que cette couverture commence, une fois qu'elle passe des conversations privées dans les couloirs des ministères à une véritable architecture institutionnelle avec des capitaux et des structures de gouvernance, elle ne s'inverse pas facilement. La banque de l'OTAN n'est pas une déclaration sur la faiblesse américaine, c'est une déclaration sur la gestion du risque par les alliés, et la gestion du risque, par nature, n'est pas guidée par l'émotion, elle est guidée par les données, par la reconnaissance des tendances, par le calcul rationnel de ce qu'il faut construire aujourd'hui pour se protéger contre les scénarios que l'on ne pourra pas entièrement contrôler demain. La gestion du risque, c'est ce qui arrive lorsque les alliés cessent d'applaudir la performance et commencent à lire le contrat. Mark Carney, parmi tous les personnages de cette histoire, comprend ce calcul mieux que presque toute autre personne actuellement en situation de leadership politique dans le monde occidental. Il a passé 2 décennies dans les banques centrales, un univers entièrement consacré à la gestion du risque systémique sur des horizons temporels qui dépassent largement un seul cycle électoral. Il n'a pas construit cela en répondant à l'agressivité de Washington par une agressivité équivalente. Il ne l'a pas construit en haussant le ton, en lançant des accusations ou en alimentant le type de conflit qui génère des manchettes et durcit les positions. Il l'a construit en étant l'option la plus stable dans la salle, en se présentant à chaque conversation avec des données plutôt qu'avec du volume,
avec de la patience plutôt qu'avec de la pression, avec un message constant adressé à des capitales européennes épuisées par des années de turbulences transatlantiques. Le message était simple, le Canada est fiable, le Canada sera là l'année prochaine, le Canada sera là l'année d'après. Construisez avec le Canada, l'Europe a accepté, et lorsque l'Europe a accepté, la géométrie de la puissance occidentale a changé d'une manière qu'aucun déploiement militaire ne peut renverser et qu'aucun tarif douanier ne peut annuler. La chose la plus dangereuse que l'on puisse faire à une puissance qui se définit par son caractère indispensable, ce n'est pas de la défier, c'est de la rendre optionnelle, parce qu'une fois qu'une puissance devient optionnelle, le monde n'attend plus sa permission pour avancer, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Rien ne blesse autant une politique du spectacle que de découvrir que la réunion a continué après qu'elle a quitté la salle. C'est ici que la question cesse d'être abstraite. Il est facile de penser qu'il s'agit d'une géopolitique intéressante, importante pour les gens qui suivent les structures d'alliance et les politiques de défense. Mais déconnecté de la vie ordinaire, la vraie question est de savoir ce que tout cela signifie pour les salaires, pour les prix, pour le coût des choses que les gens achètent chaque mois. La réponse est plus directe que la plupart des analystes ne sont prêts à le dire à voix haute. Commençons par la relation commerciale. Parce que les chiffres ici ne sont pas théoriques, le Canada est l'un des plus grands partenaires commerciaux des États-Unis. Les deux économies ne sont pas seulement connectées, elles sont imbriquées à un niveau que la plupart des Américains ne mesurent pas pleinement jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Chaîne d'approvisionnement automobile, aluminium et acier, bois d'œuvre pour la construction résidentielle, gaz naturel qui chauffe les maisons du nord des États-Unis pendant des mois d'hiver, qui ne se soucie pas des différends diplomatiques. Lorsque cette relation fonctionne bien, elle est invisible, personne ne la remarque. Le camion traverse la frontière, les pièces arrivent à l'usine, la maison est construite. Le gaz circule dans le pipeline, invisible. Lorsque cette relation subit une pression politique soutenue, l'invisibilité prend fin. Ce qui la remplace se fait sentir de manière précise et mesurable. Pensez à l'ouvrier de l'automobile au Michigan, dont la chaîne de production dépend de composants provenant de l'Ontario. Pensez à la cour à bois dans le Maine qui établit les prix des contrats pour la saison de construction du printemps. Pensez aux distributeurs de gaz naturel au Minnesota qui gèrent des ententes d'approvisionnement traversant la frontière 2 fois avant que le produit n'atteigne le client final. Aucune de ces personnes n'a voté sur la politique de la Banque de l'OTAN. Aucune d'elles n'était dans ces salles. Mais elles ressentiront les conséquences en aval d'une relation bilatérale qui se détériore dans leur structure de coûts, dans leurs marges et dans leur capacité à planifier les 12 prochains mois avec un minimum de confiance. Le mécanisme économique qui ne reçoit pas assez d'attention, et celui-ci, ce n'est pas le tarif douanier lui-même qui cause le plus de dommages. C'est l'incertitude quant à savoir si ce tarif existera encore au prochain trimestre. Les entreprises peuvent s'adapter à un coût connu, elles l'intègrent dans les prix, ajustent les chaînes d'approvisionnement, trouvent des solutions de rechange avec le temps. Ce que les entreprises ne peuvent pas absorber efficacement, c'est l'incertitude, ne pas savoir si la relation commerciale aura le même visage dans 6 mois, ne pas savoir si un différend politique se traduira par une nouvelle série de coûts avant la fin de l'exercice financier. Une menace tarifaire peut sembler musclée au podium, mais sur une facture, elle ressemble simplement à une autre dépense que quelqu'un d'autre devra payer. Cette incertitude n'est pas gratuite. Elle se manifeste dans des investissements qui ne se font pas dans des embauches retardées, dans des contrats raccourcis, parce que personne ne veut être enfermé dans un engagement de 3 ans quand l'environnement politique donne l'impression de pouvoir changer du jour au lendemain. C'est ce que les économistes veulent dire lorsqu'ils parlent du coût de l'imprévisibilité. Et c'est pourquoi la dérive structurelle qui se produit au niveau de l'Alliance, le mouvement graduel des nations alliées vers des institutions et des cadres qui réduisent leur dépendance à la constance de Washington, finit par atteindre la rue principale, pas aujourd'hui, pas dans un seul moment spectaculaire,
mais dans l'accumulation lente de coûts légèrement plus élevés, d'investissements légèrement réduits et de marges légèrement plus serrées, qui se composent au fil des années et des secteurs jusqu'à ce que la source de la pression devienne impossible à ignorer. Le basculement géopolitique qui se produit en ce moment à Ottawa et à Bruxelles n'est pas séparé de la réalité économique. Il est en amont, et ce qui se passe en amont finit toujours par descendre. Voilà donc où les choses en sont réellement. La banque de l'OTAN existe, le siège est choisi, les cadres de capitalisation sont en train d'être construits. Le Canada s'est positionné à l'intersection de la sécurité européenne, de la stabilité nord-américaine et de la concurrence économique indo-pacifique d'une manière qui aurait semblé invraisemblable il y a 10 ans. Et Washington navigue tout cela tout en gérant simultanément des différends commerciaux, des engagements militaires et un environnement politique intérieur qui laisse très peu de place au type de diplomatie patiente à long horizon que ce moment exige réellement. La diplomatie à long horizon est difficile à jouer lorsque chaque problème est traité comme le segment de nouvelles câblées du lendemain. Il y a 3 routes à partir d'ici et chacune compte. La première route est celle du recalibrage. Washington reconnaît le signal intégré dans ce déplacement institutionnel, ajuste son approche des relations avec ses alliés et commence le lent travail de reconstruction du type de constance qui donne aux partenaires envie de construire avec elle plutôt qu'autour d'elle. Cette route existe, elle n'est pas fermée, mais elle exige un type d'attention politique différent de celui que l'environnement actuel tend à récompenser. La deuxième route est celle de l'accélération. La dérive se poursuit. La banque de l'OTAN devient un précédent. Des cadres similaires émergent dans l'Indo-Pacifique. Les nations alliées réduisent progressivement leur dépendance à Washington comme nœud central de l'architecture de sécurité occidentale. L'Amérique conserve sa suprématie militaire, mais devient, selon le langage utilisé plus tôt, optionnelle. Pas vaincue, pas sans importance. Optionnelle, et le statut d'option est une condition dont les empires, historiquement, ont eu beaucoup de difficultés à se relever. Être optionnel n'est pas un titre que quelqu'un souhaite afficher, surtout après des années, à insister que chaque salle avait besoin d'une permission pour respirer. La troisième route est celle que personne ne peut modéliser. Une crise, un choc économique, une rupture technologique, un conflit qui remet toutes les hypothèses à zéro et redessine l'ensemble du paysage plus vite que n'importe quel cadre institutionnel ne peut s'y adapter. L'histoire n'avance pas en ligne droite, elle avance dans les moments où tout change en même temps. Le point n'est pas de déclarer sur quelle route le monde se trouve déjà. Le point, c'est que le choix entre ces routes est en train de se faire maintenant dans des décisions qui ne font pas la une, dans des institutions construites discrètement, dans la lente arithmétique de la confiance accumulée ou de la confiance dépensée,